America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Mariam Abdou pour vous accompagner au micro. Deux hauts responsables ont déclaré au journal britannique de Telegraph Intelligence qu'Israël, rapporte le quotidien, pourrait ne pas être en mesure de détruire le Hamas malgré 5 mois de combats intenses à Gaza. Des sources sécuritaires de l'entité ont averti que leur principal objectif à Gaza risque d'échouer avec la vague de soutien international se retournant contre l'occupation. Par ailleurs, l'armée d'occupation annonce avoir tué 200 Palestiniens dans la zone du complexe médical Shifa, à l'ouest de la ville de Gaza, après l'avoir assiégé pendant une semaine, durant laquelle différentes parties de ces établissements, le matériel médical et le générateur électrique ont été détruits. Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé que le bilan des martyrs s'est alourdi, s'élevant à plus de 32 552 martyrs et 74 980 blessés depuis le 7 octobre de l'année dernière. L'entité poursuit cette guerre malgré la publication lundi par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat. Avec nous en ligne, Madame Iman Marifi, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes infirmière humanitaire. Madame Iman Marifi, vous étiez il y a de cela peu de temps à Gaza. Est-ce que vous pouvez nous contextualiser votre mission ? Oui, alors je suis partie du 21 janvier au 6 février 2024. Nous avons été à l'hôpital européen de Gaza qui se situe dans le sud-est de Khan Younes. On est entré par Rafah et on a traversé tout Rafah pour monter plus haut dans la bande de Gaza. Dans le sud de la bande de Gaza, à l'est de Khan Younes. Dans quelles conditions étiez-vous ? Comment est-ce que vous travailliez ? On a travaillé dans des conditions très difficiles avec des moyens très très restreints. Comme vous le savez, tout le matériel médical envoyé par les ONG, etc. ne passe pas, ce qui signifie que l'économie était de mise. Les pansements n'étaient pas forcément faits quotidiennement. Les médicaments, il fallait réfléchir à chaque fois aux doses que nous allions donner, qui pouvait bénéficier du peu de morphine ou du peu d'anesthésiant que nous avions. Nous ne pouvions pas toujours faire comme nous voulions ou comme nous aurions aimé faire. Il fallait toujours s'adapter à la situation. Vous aviez soigné des blessés sous les bombes. Beaucoup de patients, malheureusement, lorsqu'une bombe explose, sont souvent soufflés sur plusieurs mètres. Ça arrive souvent, donc ils arrivent avec... parfois, vous avez des patients qui arrivent, qui ont leur intégrité physique, mais vous ne pouvez pas les toucher parce qu'ils ont des hémorragies internes ou beaucoup de fractures. Donc ça arrive souvent. Et d'autres patients qui sont proches de l'explosion et qui arrivent, il leur manque des membres, il leur manque une partie du visage. Ça, c'est quotidien. Les victimes d'explosion, c'est vraiment quotidien. Donc quand ils arrivent, malheureusement, la seule chose que vous pouvez faire, c'est faire un garrot et chercher une place rapidement en chirurgie pour ce qu'on appelle parer une plaie, c'est-à-dire faire une amputation propre. Ça, malheureusement, c'est quotidien. Comment arriviez-vous à travailler dans ces conditions ? Je vous pose la question car au bout de quelque temps, opérer devenait difficile. Comment faisiez-vous dans ces conditions ? Alors, nous avions amené beaucoup de matériel avec nous et on avait acheté beaucoup de choses avec l'ONG que nous avons pu entrer avec nous. Donc, nous avons essayé de nous autosuffire. Donc, nous avons pu faire des anesthésies, mais très courtes. J'ai en mémoire un enfant que j'ai moi-même anesthésié pour un élément et le chirurgien m'avait dit que l'intervention durerait 30 minutes.
Donc j'avais tout pile du stock pour 30 minutes à peu près d'anesthésie. L'intervention a duré 1 heure. Malheureusement, l'enfant s'est réveillé en fin d'anesthésie et je n'avais pas d'autres ressources pour pouvoir continuer l'opération. On a dû aller un peu vite à la fin et pas fermer comme le chirurgien aurait voulu fermer, vous voyez. Donc on a essayé de faire, mais avec cette économie, c'est très compliqué de travailler avec de la qualité. Donc moi, en tout cas, en mon nom personnel, lorsque nous étions sur place, nous avons essayé de nous suffire à nous-mêmes avec ce que nous avions amené. Mais les collègues que nous avons rencontrés, qui étaient là, qui travaillent là, les Palestiniens, nous décrivent des situations où, juste avant notre arrivée, ils n'avaient pas de matériel. Ils nous ont accueillis avec beaucoup de joie parce qu'ils savaient que nous arrivions avec un peu de produits anesthésiants, un peu de morphinique, un petit peu de chaque. Donc ils étaient aussi très contents pour ça. Vous avez évoqué vos collègues palestiniens et vous avez dit, chaque Palestinien que vous avez rencontré perdu un membre de sa famille, sinon sa famille tout entière. Bien sûr. Ils sont tous en deuil. C'est-à-dire que, au-delà des soins que nous avons apportés aux patients, nous avons aussi apporté du soin humain aux soignants qui sont là tous les jours, qui travaillent sans relâche. Le fait d'être là tous les jours leur permet de s'occuper, de penser à autre chose, de soigner leurs congénères, de bénéficier également d'un repas, puisque l'hôpital fournit un seul repas par jour à ceux qui travaillent. Cependant, nous avons aussi apporté un support psychologique, psycho-affectif à toute une population qui est en deuil, totalement. Et comme je dis, je n'ai rencontré aucun soignant qui n'avait pas la tristesse dans le regard d'avoir perdu quelque chose, au-delà de vivre l'embargo, de vivre la guerre, de vivre, nous pouvons le dire maintenant, ce génocide. Au-delà de tout ça, il y avait cette tristesse, ce regard vide de leur vie. Il faut imaginer que nous tous, on n'est jamais aussi bien que chez soi. Vous voyez, et plus personne ne vit chez soi à Gaza. Tous ont peur d'être bombardés, donc tous sont dans des camps, parce que ceux qui sont restés chez eux envers et contre tous ont été bombardés. Donc quasiment plus personne ne veut vivre chez soi. Ils n'ont plus de chez eux. Non, voilà, tout à fait. Imen Marifi, les médecins avec qui vous étiez, les Palestiniens que vous aviez rencontrés, savaient que vous alliez quitter Gaza. Et je suppose qu'ils vous parlaient, qu'ils vous demandaient de transmettre cette réalité ou la réalité que vous viviez au quotidien. Est-ce que tel était le cas? Si oui, quels mots vous demandaient-ils de transmettre? Eux, ils m'ont bien évidemment demandé de transmettre parce que j'étais contre répondre aux questions, j'étais contre parler de mon expérience. Je pensais pas avoir à le faire aujourd'hui. Maintenant, je le fais et avec fierté parce que c'était un honneur de côtoyer les Palestiniens. Et en quels mots? Ils ne m'ont pas donné de directive, ils m'ont simplement demandé de parler de ce qu'ils vivent, du manque de médicaments chroniques, des morts chroniques, surtout ça c'est ce qui les choque le plus, que des patients qui doivent avoir des médicaments pour survivre, comme le diabète, l'hypertension, etc., ne l'ont pas. Ils m'ont dit, tu sais Iman, là ce n'est pas qu'une question de vie, de mort, de religion, de politique. Ils m'ont dit, ces mots, ils m'ont dit là on parle d'humanité. C'est une question d'humanité. Il n'est plus question de on n'aime pas ce que vous pensez ou on n'aime pas ce que vous êtes. Là, c'est l'humanité qui est attaquée. C'est au-delà de tout ce qui peut exister. Ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus de routes, d'électricité, d'écoles, d'eau, de bâtiments. Vous voyez, il faut imaginer ce chaos total. Voilà leurs mots. Et puis ensuite, d'un côté plus technique, pour en revenir à la technique de l'hôpital et des collègues, ils ne peuvent même pas faire d'examen biologique, d'examen bactériologique. Tout ça, ce sont des éléments dont on a absolument besoin pour soigner. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez aux urgences chez votre médecin traitant, quand vous décrivez une douleur, la première chose qu'on vous prescrit, c'est un examen sanguin. Là, même ça, on ne l'a pas. Parce qu'on ne reçoit pas les tubes qu'il faut, on ne reçoit pas les machines d'analyse qu'il faut, donc ils ne peuvent plus travailler dans de conditions correctes. Et c'est ce qu'ils veulent que le monde sache. C'est la première guerre, vous savez, où les civils ne peuvent pas fuir. Les collègues qui ont suivi les missions de l'ONG avec laquelle je suis partie, des collègues prennent le relais. Ceux qui sont rentrés dernièrement m'ont dit, tu sais Iman, c'est pire que ce que tu as laissé. Je n'arrive pas à imaginer ce qui peut être pire que ce que j'ai laissé le 6 février derrière moi. Vous savez, pendant 15 jours, j'ai eu beaucoup de morts et de blessés très graves, de tout âge et de tout sexe. Mais le dernier décès était un petit garçon de 48 heures qui est mort par hypothermie.
C'est le dernier patient que j'ai vu aux urgences avant de rentrer en Égypte et de revenir. Donc jusqu'au bout, j'ai vu l'horreur. Et le dernier patient était mon premier mort d'hypothermie à moi. Et je me suis dit, ok, là, on commence même à mourir d'hypothermie sous mes yeux. J'en avais pas vu pendant les 15 jours. Moi, en tout cas de mes yeux, et c'était un bébé de 48 heures. Les bébés meurent quelques heures après leur naissance. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. Vous expliquez que les gens meurent avant même d'arriver. Dans ces conditions, quand ils arrivent avec ces morts qu'ils portent, qu'attendent-ils? Est-ce qu'ils espèrent au final trouver une solution? Est-ce qu'ils espèrent encore? Ah oui, bien sûr, quand ils amènent un patient, un membre de leur famille décédé, ils ne l'amènent pas que pour l'enregistrer, ils l'amènent parce qu'ils ont espoir que l'on puisse faire quelque chose. Pour eux, tant qu'il n'est pas à l'hôpital, ils ne se rendent pas encore, ils n'imprègnent pas, ils n'entendent pas encore qu'il est décédé. Ils nous l'amènent avec de l'espoir dans leur regard. Ils nous l'amènent pas juste pour l'enregistrer, parce qu'il faut les enregistrer, ces morts, bien sûr. Mais ils nous les amènent aussi parce qu'ils pensent vraiment que nous pouvons faire quelque chose. Et c'est nous qui déclarons la mort et c'est nous qui leur annonçons. Alors même qu'ils nous l'amènent déjà cadavérique, il n'y a pas d'autre mot. Malheureusement, on leur annonce le décès par une phrase en arabe qui signifie que c'est à Dieu que nous appartenons et que c'est à Dieu que nous retournons. Donc c'est avec cette phrase-là. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Exactement. C'est cette phrase-là que nous prononçons après avoir constaté le décès du patient. Voilà. Mais je dois aussi dire que chaque patient qui est arrivé, même avec un pouls très faible, nous avons toujours tout fait pour tenter de réanimer. Là-bas, il faut quand même dire que la vie à Gaza est très précieuse et je les ai vus s'acharner à tenter de réanimer des patients qui, moi, je le savais, étaient inespérés. Malheureusement, c'était déjà trop tard, mais je les ai vus essayer quand même de réanimer, même quand c'était compliqué. Pourquoi? Je les salue pour ça. La vie est précieuse, malgré tout. Malgré le chaos, la vie est précieuse à Gaza. Ouais. Ils veulent pas perdre leurs congénères. Ils se disent, s'il y a le moindre espoir, on y va, on essaye. Ils réaniment, ils font des chocs cardiaques externes, ils essayent d'utiliser toutes les drogues de réanimation qu'ils ont à disposition pour réanimer. Quand bien même le pouls est faible, quand bien même le patient fait plusieurs arrêts cardiaques de suite, ils essaient malgré tout. Ils essaient au minimum pendant 45 minutes, au minimum. Donc la vie reste quand même précieuse à Gaza. Imen Maarifi, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné à notre micro. Merci beaucoup, Imen, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le 11 novembre 2023, une salve de dirigeants se donnait rendez-vous à Riyad pour un sommet extraordinaire conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique. Les tueries quotidiennes, qui n'étaient hélas qu'à leur début, exigeaient des conviés et de leurs hôtes une position forte et commune. Monarques, princes héritiers, chefs d'État devaient être à la hauteur des attentes des Palestiniens, pilonnés sans répit, pourchassés par des bêtes immondes. Ils se devaient d'être à la hauteur de nos attentes, nous qui avions et continuons à avoir honte de notre incapacité d'agir. Et l'on a attendu et entendu des discours se succéder. Dans une déclaration finale, l'agression contre la bande de Reza, les crimes de guerre et les massacres barbares perpétrés par l'occupation sont condamnés. Un cessez-le-feu immédiat, la levée du siège de Reza et un accès sans entrave de l'aide humanitaire sont exigés. Un discours loin de faire trembler Netanyahou et ses alliés de circonstance. J'appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la fin de cette escalade dangereuse afin que nous ne glissions pas vers une situation plus dangereuse. J'attends avec impatience le jour où tout le monde en Palestine et en Israël, dans les deux États de Palestine et d'Israël, jouira de la sécurité, de la dignité et de la liberté des deux États. قاوم استيقظت الأمة من سبات فللحق رب يحميه وللبيت رب. Certains ont détourné le regard après avoir refusé de s'entendre sur d'éventuelles sanctions. Ils refusaient d'utiliser le pétrole ou tout lien économique pour faire pression. Depuis, les postes frontières sont hermétiquement fermés. Rien ne rentre à Reza. Dans ce huis clos, quand on ne meurt pas sous les bombes, c'est le froid ou la faim qui gracie les suppliciés. L'identité des Palestiniens est effacée, les noms des martyrs remplacés par des nombres croissants. 1000, puis 10 000, puis 20 000, puis 30 000, et ainsi s'emballent les sinistres chiffres. باسم
بدنا ناكل جوعنا بالعربي فيش خجل أكلنا حميض رحنا ناكل من الشجر تعبنا فيش إلا مي بجيب خبز بناكلش جوعنا مر قاوم الخبز مر قاوم يا ابن أمي. L'enclave palestinienne est une nette représentation de ce qu'est l'Apocalypse. Des enfants de tout âge, errant pieds nus sur des monticules de gravats, ne sachant pas où aller, se nourrissant d'herbes folles. Raza nous renvoie des images de fin du monde, des morts à n'en plus finir, embarqués sur des semi-remorques, des linceuls ensanglantés, des sacs mortuaires ensevelis dans des fosses communes, des gens marchant sans destination, des lâchers d'aide qui tombent du ciel et pulvérisent ce qui reste des corps de ces affamés. Mais envers et contre tout, c'est insupportable. Une autre réalité se dégage, celle du double standard qui tue toute humanité. La réalité de ces sociétés occidentales où s'affrontent tout de même des politiques asservies et mouvements populaires dénonçant le génocide. De cette tragédie qui nous hantera jusqu'à la fin des temps se dégage la bravoure des pays essoufflés par des guerres sans fin, mais qui n'hésitent pas à s'engager dans d'autres guerres pour une Palestine libre. Elle nous renvoie à la fragilité des lois que les plus forts peuvent bafouer et piétiner avec violence et mépris, et au gré des lubies opposer leur veto, objecter un cessez-le-feu, soutenir l'agresseur, continuer à lui fournir des armes, tout en lui demandant, par-dessus l'épaule, de faire plus attention aux civils. Nous devons soutenir Israël parce que c'est une nation indépendante. Mais nous avons dit clairement aux Israéliens que la sécurité des Palestiniens innocents est une préoccupation importante. N'est-ce pas là une leçon hors pair de cynisme? Et pourquoi se gêner? De toute façon, tuer encore et encore n'affectera en rien le processus de normalisation. Mais comme dans toute tragédie, il y a une fin. L'on sait déjà qu'en dépit de toutes les souffrances infligées, en dépit de l'injustice, en dépit de la lâcheté sans équivalent, de ceux qui couvrent leur honte hypocritement, les Palestiniens sont là pour leur rappeler que leur liberté, ils l'obtiendront par la force de leurs bras et la profondeur de leur foi. صحيح انقطع الاتصال عن غزة انقطع الاتصال عن الإسعاف والدفاع المدني انقطع الاتصال عن العالم ولكن ما انقطع الاتصال عن رب العالمين جوع وعطش وتعب كتير اللهم يا منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود يا الله انصرنا عليهم اللهم ضاقت بنا الدنيا ففرجها يا رب العالمين تعبنا كتير وجعنا كتير ولكن أملنا بالله عز وجل كبير الله عز وجل مش حيضيعنا والله لن يضيعنا الله قاوم ابطش ففي بطشك بهم الحياة غزة شرف لا يعرف السكات من النيل إلى الفرات قدسنا عربية وعد ربك آت لا محالة وعد ربك آت وعد ربك آت وعد ربك آت. Et c'est dans cette instabilité que tous les troubles sont permis. Vendredi 22 mars, 4 assaillants de nationalité tadjik ont ouvert le feu dans une salle de spectacle à Moscou, tuant plus de 130 personnes. 4 suspects sont arrêtés et mis en détention provisoire jusqu'au 22 mai. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, indique que l'enquête n'est pas encore arrivée à une version définitive, rajoutant qu'il n'y a pour l'instant aucun contact avec les pays occidentaux dans cette enquête. De son côté, Washington affirme qu'il n'y a aucune implication ukrainienne, précisant que Daesh porte l'entière responsabilité. Avec nous en ligne, Monsieur Elijah Magnier, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes correspondant militaire, analyste politique. Monsieur Elijah Magnier,
vous doutez de la responsabilité ou de l'implication de Daesh dans l'attentat du Crocus City Hall à Moscou? Pour quelle raison? Premièrement, il y a beaucoup d'anomalies dans le communiqué, c'est-à-dire il n'y a pas le même style. Ce communiqué a utilisé les mots comme les combattants, n'a pas dit ce sont les mujahideen, ou bien martyrs, parce que normalement ce sont des personnes qui sont envoyées pour tuer et se faire tuer. Après ça, normalement aussi, Daesh attend la fin de l'opération en ayant les résultats publiés par les médias, alors ils peuvent sortir et donner les mêmes informations. C'était pas le cas, il y avait communication Internet directe, ça n'a aucun sens parce que normalement avec les moyens aujourd'hui, on peut remonter à l'origine de la communication, mais si derrière il y a un réseau très sophistiqué et avancé que Daesh n'a pas, alors on peut couper cette communication ou bien distribuer dans plusieurs coins du monde la communication pour ne pas arriver à la source même qui a reçu l'information. Justement, vous dites, monsieur Elie Jamanier, vous expliquez que la diffusion en direct des attaques sur Internet n'est pas une méthode utilisée par Daesh, bien que les caméras GoPro aient déjà été utilisées. Elles n'ont jamais été connectées à un flux Internet en direct pour éviter, rajoutez-vous, tout risque d'interception. Oui, parce que normalement, il n'y a rien qui est dans l'air comme communication qui n'est pas capté par les pays qui aujourd'hui ont cette connaissance et cette capacité. Si on parle de la Russie, c'est très facile d'avoir un bon système de captation pour recevoir la transmission et le lieu d'arrivée de cette transmission. Ayant suivi de près l'État islamique, écrivez-vous, depuis son émergence en Afghanistan, en Irak, en Syrie et au Liban, sur la base de mes recherches sur le terrain, rajoutez-vous, et en tant qu'expert en terrorisme et antiterrorisme, universitaire et journaliste de guerre, vous remettez en question l'affirmation selon laquelle Daesh serait responsable de l'attaque. Toutefois, quand il s'agissait de revendiquer, Daesh le faisait. Pourquoi Daesh ne discrédite pas cette thèse en indiquant qu'elle n'est pas l'auteur de cet attentat? Parce que ça donne plus de réputation, un crédit à Daesh qui ne mérite pas. Déjà en 2017, juin, juillet, si je me rappelle bien, Daesh a revendiqué une attaque dans les Philippines qui n'appartenait pas à Daesh. Après ça, il y a une autre attaque à la fin de la même année à Las Vegas que Daesh a revendiqué, c'était pas son attaque. En Iran, l'année dernière, il y a aussi eu une attaque où il y avait beaucoup d'anomalies qui n'ont jamais été utilisées par Daesh et normalement, ces attaques ne sont pas par des gens qui ont été payés pour faire cette attaque. Ce sont des gens avec une idéologie qui sont là pour tuer et se faire tuer. Or, c'était pas le cas. Et les 4 personnes qui ont laissé la scène de l'attaque à Moscou se sont dirigées vers les frontières ukrainiennes et ils ont été arrêtés à quelques dizaines de kilomètres de la frontière de l'Ukraine. C'est-à-dire, ils étaient là-bas, ils n'avaient pas l'intention de se faire tuer. Ils ont bien choisi l'attentat à Moscou. Il y avait déjà une préparation pendant plusieurs mois pour le spectacle et tous les billets ont été vendus, c'est-à-dire il y a une reconnaissance de lieu, il y a une étude très efficace d'une partie très sophistiquée qui ont compris la distance qu'il fallait entre l'arrivée de la police ou bien les forces de l'ordre et la place de l'attentat. Il y avait une distance où ils pouvaient rester pendant des dizaines de minutes, faire le massacre et repartir dans des vannes qui étaient préparées pour eux avec des armes qu'ils ont trouvées dedans. Tout cela n'est pas le style de Daesh. Est-ce que l'on pourrait, ceci s'est déjà produit dans le passé, est-ce que l'on pourrait imputer cet attentat à des groupes se revendiquant de Daesh comme cela s'est fait préalablement? C'est très facile de revendiquer Daesh, de fabriquer aujourd'hui sur Photoshop un communiqué où il y avait aussi des erreurs dans leur communiqué, parce que normalement les communiqués qui sont faits
dans le Moyen-Orient portent le texte en arabe, mais il y a la mention de Amaq, c'est l'agence média de Daesh. Oui. En anglais, il y a un communiqué en anglais. C'était pas le cas cette fois-ci. Et même l'indication de Tawhid que les 4 membres ont indiqué dans une des photos publiées devant un drapeau de Daesh, utiliser la main gauche, ça c'est pas musulman. Troisièmement, Daesh, c'est dans son intérêt de laisser ça passer parce que il n'y a plus une organisation qui a un objectif stratégique parce que elle a été complètement détruite comme organisation mais pas comme idéologie. C'est pour cela qu'il y a toujours des membres qui appartiennent à Daesh qui peuvent faire des attaques dans une partie ou d'une autre, dans la Syrie, dans l'Irak, mais même ça a diminué beaucoup parce que ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin de l'organisation, ils ont besoin d'une société qui peut les protéger. Il n'y a plus ça. Porter des attaques terroristes, c'est très facile, à moins qu'il y a un système d'intelligence efficace qui peut se protéger contre ces attaques. Encore le plus bizarre, que les Américains, les Français sont sortis avec le théorie que c'est Daesh derrière l'attentat, quand jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore découvert qui est derrière l'attentat de Nord Stream 2 sous la mer Baltique après plus de 2 ans de son explosion. Vous dites que Daesh n'utilise pas les termes muqatilin. De précédents communiqués privilégiaient les termes tels que mujahidin, fursan ou istishhad. Ce sont des termes qui n'ont pas utilisés. Vous rajoutez à propos d'Amaq de l'agence que les assaillants se sont retirés en toute sécurité, ce qui contredit les informations faisant état de leur capture. Amaq attend généralement d'annoncer les résultats des attaques jusqu'à ce que les résultats soient connus, mais dans ce cas, ils ont déclaré prématurément leur succès, même si, précisez-vous, les terroristes ont été arrêtés. Pour des services de renseignement qui ont de telles expériences des faits, comment expliquer ces failles dans la connaissance de l'ennemi? C'est très facile parce que normalement, les attaques terroristes, l'objectif de ces attaques est de créer une confusion et de disperser la route suivie par l'investigation qui peut être portée, qui doit être portée par les forces de sécurité locales, dans ce cas, la Russie. Sortir avec un communiqué de Daesh, c'est-à-dire indiquer que ce sont les islamistes qu'ont la Russie et aujourd'hui, avec ce qui se passe en Gaza contre le massacre israélien, il y a même un Russe musulman qui a sauvé la vie de plus de 100 personnes qui étaient présentes à Moscou dans ce théâtre qui a été attaqué. C'est-à-dire, c'est pas attirer l'attention, inculper les islamistes, c'est pas la piste vraie qu'il faut suivre. Oui. Et cela, c'est bien connu de Moscou, mais pour les Occidentaux, c'est très facile de montrer le doigt contre l'islam. Et ça a été déjà passé dans le passé. On l'a déjà vu plusieurs fois. Et on a vu que c'était un produit très utilisé pour créer une diversion entre les musulmans et dire qu'ils sont des terroristes. Ça sert à quelque chose de confondre les pistes. Daesh ne peut pas faire cette attaque parce qu'il faut une logistique très avancée, une inspection des lieux des mois à l'avance, une étude très profonde. Et Daesh n'a pas ces moyens aujourd'hui. Monsieur Elijah Magnier, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci. Elijah Magnier, correspondant militaire, analyste politique chevronné, avec plus de 35 ans d'expérience couvrant des décennies de guerre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Selon le quotidien Izvestia, les auteurs de l'attentat au Crocus City Hall ont incendié la salle de concert avec de l'essence ordinaire achetée dans une station voisine qu'ils ont versée par la suite dans des bouteilles en plastique. Le groupe n'était pas une cellule terroriste, indique le journal, une cellule organisée de manière classique. Le groupe n'existait pas au sein d'une structure mais avait été formé quelques semaines avant l'attentat. Le recrutement s'est fait sur les réseaux sociaux. Les sources du quotidien Izvestia notent que les armes utilisées sont des AK-12 camouflés utilisés dans le Caucase du Nord. Le 23 mars, dans une déclaration, Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'être impliquée dans l'attentat sans toutefois faire mention de Daesh. Avec nous en ligne à partir de Moscou, Madame Karine Béchet-Golovko, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes docteur en droit, professeur invité d'État de Moscou. Madame Karine Béchet-Golovko, quels sont les soubassements de cet attentat? Effectivement, il y a manifestement une réaction suite à deux points politiques majeurs. Le premier, c'est l'échec sur le terrain militaire de l'offensive sur le front ukrainien de cette armée atlantico-ukrainienne. Et deuxièmement, c'est le résultat des élections présidentielles russes qui ont montré à la fois un soutien de la population au président et également un soutien à la politique menée sur le plan international dans ce conflit en Ukraine, notamment dans les nouveaux territoires. Donc cet attentat commis au Crocus City Hall est une tentative de déstabilisation de la société tout en tant qu'une forme de vengeance pour le choix politique qui a été fait par la population russe. Il est vrai que souvent la question ethnique en Russie a été utilisée, on s'en souviendra dans les années 90, et aujourd'hui il semblerait qu'il y ait cette tentative de refaire exactement la même chose. Mais nous ne sommes que dans les années 90, au-delà de la question ethnique, puisque les Russes se sentent citoyens russes avant d'appartenir à une ethnie. Et ça, c'est un changement fondamental par rapport à cette époque. Vous évoquez les circonstances politiques actuelles. Dans cet attentat, la communauté internationale ou les services de renseignement étrangers ont évoqué Daesh. Pourquoi est-ce que Daesh s'en prendrait à la Russie? Je vous pose la question, car en Russie, en l'occurrence, l'islam est la deuxième religion du pays. Plus de 10% de la population est musulmane. Les organisations musulmanes sont en nombre croissant. Pourquoi est-ce que Daesh s'attaquerait à la Russie? C'est effectivement une bonne question et comme vous soulevez, cela n'a strictement aucun sens. Il y a un équilibre des religions en Russie entre les religions du livre et une liberté du culte avec un respect mutuel entre les différentes communautés religieuses. C'est d'ailleurs ce qui permet la stabilité de la société russe. Il n'y a donc effectivement strictement aucune raison pour que Daesh attaque la Russie. Il a été avancé que cela serait une réponse suite au combat de la Russie, notamment en Syrie. Mais si l'on revient sur la question syrienne, on se souvient quand même avec quel enthousiasme les Américains, les Britanniques et malheureusement les Français aussi soutenaient les groupes en Syrie qui luttaient contre Bachar el-Assad. Donc, le simple fait que les médias occidentaux lancent tout de suite la piste de Daesh, c'est à se demander dans quelle mesure, en fait, ils ne reconnaissent pas que leur instrument aurait pu jouer un rôle. Parce que le président russe lui-même a reconnu que, effectivement, oui, ceux qui ont exécuté des personnes sont effectivement des terroristes. Ça ne veut pas dire que cet attentat ait été prémédité, organisé par Daesh. Ça veut dire simplement qu'il y a des personnes à tendance terroriste pour commettre ces attentats. Ces gens ont été utilisés, mais ces gens n'ont pas préparé l'attentat. Et la question qui reste en Russie primordiale, c'est de savoir et qui derrière en fait. Mais est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui parler d'une faille dans l'efficacité des services de sécurité en Russie?
Il y a effectivement des questions qui se sont posées. Maintenant, soyons réalistes, la sécurité parfaite, totale, n'existe pas, n'existe nulle part et n'existera jamais. Il y a toujours des risques. L'on voit quand même que, en général, les tentatives d'attentats sont déjouées par les services de sécurité russes et avec le développement du conflit armé en Ukraine, ce risque d'attentat augmente évidemment. L'on voit également que à Crocus City Hall, qui était donc où il y avait une salle de spectacle avec des milliers de personnes qui avaient acheté des billets et quelques minutes avant le début du concert, la très grande majorité des personnes a dû partir. Nous sommes avec des nombres de victimes importantes, mais qui auraient été réellement beaucoup plus importantes si réellement il y avait eu une faille systémique dans la sécurité. Maintenant, d'autres questions se posent aussi effectivement. C'est la question en principe de la possibilité dans ces grands espaces de pouvoir gérer des incendies qui sont provoqués lorsque ces incendies ne sont pas naturels, je dirais, ou de petite ampleur, et comment gérer les attentats terroristes. On a vu qu'en France, par exemple, lorsque ça s'était passé au Bataclan, finalement, la police a fait un massacre. Donc, il y a toujours effectivement des difficultés à gérer le terrorisme. Washington avait averti Moscou de risque d'attentat sur son sol. Est-ce que Washington avait une longueur d'avance sur Moscou en matière de renseignement ou est-ce qu'il y aurait d'autres paramètres? Tout d'abord, selon les services russes, les informations qui ont été fournies par les Américains étaient d'ordre général sans absolument rien de concret, donc étaient parfaitement inutilisables. Deuxième chose, effectivement, et s'il y avait quelque chose derrière. Et là, le FSB dit que derrière l'organisation, pas la réalisation, mais derrière l'organisation de cet acte terroriste, il y aurait une participation des services étrangers, les Américains et les Britanniques en particulier, qui en fait auraient commis et organisé cet acte sous drapeau étranger en utilisant à chaque fois le groupe de Daesh, puisque c'est extrêmement pratique. Par ailleurs, rappelons que ce groupe de Daesh qui aurait revendiqué cet attentat a une page absolument inconnue sur Telegram, qui était inactive pendant plusieurs années et qui vient juste d'être réactivée. Les gens n'ont appris son existence que grâce aux médias ukrainiens et occidentaux. C'est quand même surprenant. Vladimir Poutine accuse l'Ukraine sans faire mention de Daesh. Vous précisez dans vos écrits, Madame Karine Béchet-Golovko, vous précisez que les suspects ne revendiquent aucune appartenance à Daesh. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont radicalisés, ces gens existent, en dehors de l'étiquette Daesh. Ces gens ont été utilisés, c'est ce qu'a reconnu Vladimir Poutine. Mais ils ont été utilisés par qui? Ces gens, lorsqu'ils ont été interrogés, n'ont pas, selon en tout cas les informations diffusées officiellement, n'ont pas revendiqué d'appartenance à aucun groupe lié à Daesh. Donc déjà, cela est quand même extrêmement surprenant. Mais cette même personne, on dit avoir une fenêtre pour passer en Ukraine, qui se dirigeait vers l'Ukraine. Et par ailleurs, l'on voit des déclarations de certaines personnalités ukrainiennes disant que la Russie ferait plus de victimes en Ukraine en une journée que eux, les Ukrainiens, n'en ont fait en une fois à Crocus City Hall. Donc pour l'instant, il n'y a que des déclarations. Évidemment, les dossiers, lorsque nous sommes dans le cadre d'un procès, d'une enquête pénale, ne sont pas accessibles au public, ce qui est tout à fait normal. Mais il me semble qu'il faut attendre, laisser faire l'enquête, aller jusqu'au bout, et ensuite nous aurons beaucoup plus d'informations sur le sujet. L'attentat qui a frappé le Crocus City Hall pourrait avoir un impact sur la politique en Russie. Ce serait une épreuve pour Vladimir Poutine qui vient d'être réélu? Cela peut avoir un impact, mais pas dans ce sens-là. L'on voit déjà commencer plusieurs discussions, notamment la question de la remise en cause de la politique migratoire avec l'étranger proche, qui est quasiment une politique de porte ouverte. Deuxièmement, se pose la question de la remise en cause du moratoire sur la peine de mort, puisque la peine de mort en Russie n'a pas été annulée, mais elle est suspendue.
Et des discussions commencent sérieusement au niveau de la Douma à avoir lieu. L'on voit également remettre en cause cette politique néolibérale assez globaliste d'absence de contrôle du business en Russie, puisque tout contrôle, que ce soit les contrôles de sécurité ou les contrôles fiscaux, peu importe, sont considérés comme une atteinte, comme une pression sur le business, ce qui conduit à développement de pratiques peut-être un peu relâchées en matière de sécurité. Et ça, malgré, il y avait eu déjà des alertes, comme on s'en souviendra avec l'incendie à Kemerovo aussi, qui avait fait beaucoup de victimes. Mais derrière, il n'y a malheureusement pas eu de remise en cause fondamentale. Il semblerait que cette fois-ci, il y ait une prise de conscience du fait que les questions sécuritaires doivent être vérifiées indépendamment de la question que cela est pratique ou n'est pas pratique pour le business. Donc ça, c'est quelques éléments qui vont effectivement certainement évoluer. J'évoquais avec vous en début de cet entretien une faille dans l'efficacité des services de sécurité russes. Est-ce que l'on peut envisager une restructuration des services de renseignement et de sécurité? Non, pour l'instant, c'est absolument pas du tout à l'ordre du jour. Les services fonctionnent. Il y a ponctuellement effectivement des attentats qui arrivent à être commis. Il ne faut pas oublier qu'au-delà de la dimension attentat, nous sommes plus ou moins tous déjà dans une situation de guerre. En tout cas, l'armée ukrainienne et atlantique le reconnaît et le revendique. Il suffit d'écouter encore des déclarations de Borrell il y a peu de temps. Tous, cet Occident est en guerre contre la Russie. Donc, la question est de savoir aussi quelle est la responsabilité des pays occidentaux dans ce qui est, en fait, une attaque massive contre des civils, un crime de masse commis contre des civils qui rappelle les horreurs de la Seconde Guerre mondiale quand des gens étaient enfermés dans des bâtiments mitraillés et brûlés vifs derrière. C'est exactement ce qui s'est passé quand même ici. Et cela s'appelle un crime de guerre. Et là, cela pose aussi d'autres questions, qui est celle de la responsabilité de tous ces dirigeants occidentaux qui soutiennent, entretiennent leur guerre en Ukraine contre la Russie. Madame Karine Béchet-Golovko, merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Vous étiez avec nous à partir de Moscou. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, avec plaisir. Merci. Karine Béchet-Golovko est docteure en droit, professeure invitée d'État de Moscou. Elle est l'auteure de l'ouvrage « La tentation néolibérale ». Participer à ce programme, Imen Maarifi, infirmière humanitaire. Elijah Manier, correspondant militaire, analyste politique avec plus de 35 ans d'expérience. Karine Béchet-Golovko, docteur en droit, professeur invité d'État de Moscou. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Hahali. Marim Abdou vous a accompagné au micro. Merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Inch'Allah.